Bonjour et bienvenue sur cet épisode 14 du MK Framework où nous allons aujourd'hui voir la barre de debug. Je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes précédents qu'il y avait donc justement une barre de debug et je ferai un épisode spécial dessus. Alors, première chose à dire, c'est que la barre de debug est désactivable dans le fichier de configuration. Donc là, j'ai repris l'application faite dans l'épisode précédent qui consistait à créer une application avec une gestion de droit via le builder. Donc, si je vais dans mon application, que je vais dans son répertoire configuration, site-ini, pardon, pas site-ini, justement, mode ini, il y a, vous voyez, une variable mode qui est égale à dev, puisque actuellement mon application est en mode développement. Si cette valeur est à autre chose que dev, donc non développement, donc a priori production, ou test, pardon, prod, la barre de debug disparaît. Et on va passer en mode production, c'est-à-dire que par exemple si je fais une erreur sur un appel d'action ou de module ou autre, je n'aurai pas une erreur avec la stack trace, mais j'aurai une erreur muette, ce qu'on appelle une erreur muette, pour éviter des problèmes de sécurité. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est bien marqué sur le site, le framework est très orienté sécurité, puisque dans le cadre de mon travail, j'ai l'habitude de voir toutes mes applications, enfin pas toutes mes applications, mais une grosse partie de mes applications se faire auditer sur la sécurité, donc j'ai fait en sorte que ce framework soit très très sécurisé. Donc voilà, comme ça vous savez que pendant toute la phase de développement, vous êtes en mode développement, vous avez votre barre de debug, et dès que vous allez mettre en mode production, vous modifiez dans le fichier conf la variable mode pour mettre en développement. Alors, une bonne pratique dans le cadre professionnel est d'extérioriser euh, ce fichier mode, justement. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez plusieurs serveurs, un serveur de développement, un serveur de production, ou même de test, vous livrez votre application, donc sur serveur A ou sur serveur B, et ici, dans index, dans le fichier index, en fait, qui est appelé tout le temps par le framework. Ici, vous voyez que l'on charge les fichiers de configuration. Là, on voit qu'on charge le fichier modini euh, en relatif, donc dans le chemin du projet. Si vous voulez faire des livraisons, justement, et différencier naturellement l'application quand elle est sur le serveur de dev ou serveur de test ou de production, ne mettez pas ici un chemin relatif qui mène vers le répertoire de votre application, mais par exemple un, une adresse qui serait à la racine. Par exemple, vous pourriez écrire var conf modini. Comme ça, vous mettriez sur votre application, sur votre serveur de test ou de production, un fichier modini qui contiendrait juste la section modini site mode égale test UAT ou production. Et ainsi, juste en livrant votre application, elle irait chercher le fichier correspondant et passerait naturellement en mode test ou production. Même chose d'ailleurs pour le fichier connexion.ini. Vous pouvez également le laisser par exemple sur votre serveur et par exemple l'appeler par le nom de votre application. Donc là, ça serait par exemple mon application. Et donc ainsi, lorsque vous livrez en développement, en test ou en production, naturellement, il va aller chercher le fichier à la racine et il va se retrouver à se connecter à la base de données de dev, de test, du AT ou de production. Voilà. Ça, c'était juste pour la partie sur une mise en livraison et surtout la désactivation de la barre de debug. Vous pouvez également la masquer temporairement. Ça, c'est pour voir si vous avez un élément sous la barre, justement si vous avez un élément qui est caché par la barre de debug. Alors, la barre de debug vous sert à plusieurs choses. Un, elle vous sert donc à chronométrer une page, mais vous allez voir par la suite que l'on peut paramétrer de manière beaucoup plus fine. D'ailleurs, attendez, je vous invite à vous rendre sur le site dans la rubrique des tutoriaux. Non, si, dans la rubrique des tutoriaux sur la barre de debug. Vous avez tout un chapitre sur la barre de debug, comment elle fonctionne, quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser. Et justement, on va suivre un petit peu ce tutoriel pour vous montrer que sur le site, vous avez
l'ensemble des éléments qui vous permettent d'améliorer votre prise en main du framework. Alors donc, comme vous le voyez sur notre application, on a plusieurs zones sur la barre de debug. On a une zone time qui nous indique le temps qu'a mis la page à se charger. On a également un bouton time qui lui nous affiche là exactement la même chose puisqu'on n'a rien mis de personnel dans les chronomètres. Mais justement, lorsqu'on va ajouter un chronomètre, par exemple, vous voyez, donc le bouton time, vous voyez qu'on peut ajouter un chronomètre et il nous mettra le temps qu'il a mis à accéder à l'endroit précis. Donc là, par exemple, on va retourner sur mon application. D'ailleurs, je vais me loguer. Voilà. Je vais rajouter des chronos sur la page d'affichage des droits. Donc ici, je suis dans ajustement. Dans la barre de debug, vous voyez également qu'il y a une section module avec le nom du module chargé et action, le nom de l'action chargée, qui correspondent à ce qui est marqué ici. Donc là, je vais aller dans module Rack Manager et l'action index, module Rack Manager et l'action index, voilà, qui appelle la méthode list finalement. Alors ici, si je mets un chronomètre ici, il va me dire le temps qu'il a mis pour arriver en début d'action list. Si je mets un chronomètre ici, par exemple, on verra le temps qu'il a mis à exécuter la requête, récupérer le tableau des permissions. Donc là, c'est récupération des permissions. J'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe. Donc là, si je réactualise et je clique sur Times, on voit que du chargement du framework à notre première ID, début d'action list, il a mis 0,02 secondes. Ensuite, de début d'action list à la récupération des permissions, il a mis, voilà, c'était quasiment instantané. Et enfin, pour finir, pour aller d'ici, donc justement à la fin, il a mis 0,01 seconde. Ici, on est sur une volumétrie pardon, qui est très légère et donc on n'a pas on a des temps qui sont infimes. Mais quand vous avez une application avec une grosse volumétrie, ça vous permet justement de voir où sont par exemple vos goulots d'étranglement. Alors ensuite, pour les chronomètres, vous avez une autre méthode de chronomètre qui consiste à dire je démarre un chronomètre à un instant t et je le finis à un instant t prime. Alors là, c'est une autre utilisation. Là, par exemple, ça va être de permettre d'avoir des chronomètres qui vont se croiser avec des ID différents pour dire, ok, j'ai mis tant de temps pour faire ma méthode list, mais vous allez également pouvoir dire, j'ai mis tant de temps pour exécuter la requête et récupérer les enregistrements. Alors, pour ça, vous utilisez, donc là, c'est start chrono. Donc, start chrono. Et là, vous dites, par exemple, on voit dans l'exemple donné sur le site, dans start chrono, j'en ai mis un sur le temps total de la vue qui se finit en bas de la méthode. D'accord? Je vais refaire la même chose. Je vais prendre d'un côté un temps chrono qui va faire le temps d'affichage total de la vue. Je vais le mettre ici. Mais également, on va mettre un temps pour récupérer les permissions qui va justement inclure le temps de récupération des permissions. Voilà. Donc là, donc pas start chrono mais stop chrono. Et donc ainsi sur notre application, lorsqu'on clique sur Times, on va bien avoir le temps total de la vue et également le temps de chrono de récupération des permissions. Donc voilà. Donc l'avantage des chronos justement c'est de pouvoir dire une séquence sur laquelle vous voulez faire un chronomètre et ainsi les croiser et vous retrouver avec vraiment ce que vous voulez. Alors maintenant on a fini pour les chronos. Vous avez des boutons get, post et session qui vous permettent de voir les variables d'environnement PHP correspondantes. Donc là je vous explique pas plus, c'est juste un var dump de ces différentes variables.
Alors si vous utilisez Chrome ou un navigateur du même type, par exemple Firefox avec la barre de debug, vous avez également la possibilité d'avoir ces informations-là dans la barre de debug, sauf bien sûr la variable serveur et la variable session, puisque justement le navigateur n'y a pas accès. Donc ça c'est pour la partie gauche de la barre de debug. La partie du sens, je vous l'ai expliqué quelques secondes auparavant en vous indiquant qu'elle permet de savoir sur quel module on est et quelle action on est. Connexion et config vous permettent de savoir en un clin d'œil quel est le fichier de configuration qui est chargé pour éviter d'avoir à passer par votre IDE, chercher le fichier de configuration et l'ouvrir. Donc ça c'est pour le fichier connexion. Donc là comme ça vous avez les connexions utilisées par votre application. D'ailleurs c'est intéressant ça, c'est par exemple si vous avez un fichier local de connexion et vous avez également un deuxième fichier de connexion sur votre serveur, vous savez pas exactement lequel il prend, en regardant ici vous voyez exactement les valeurs qu'il y a dans votre application. Ça évite tout malentendu. Ensuite vous avez les configurations, c'est la même chose, sauf que là j'inclus toutes les variables de configuration. Donc voilà, donc c'est pareil, si vous avez plusieurs fichiers, ça permet de savoir exactement ce qui est chargé. Et enfin, permission. Alors permission qui permet, dans le cadre d'une application avec permission, ça je l'ai montré dans la précédente application, pardon, le précédent épisode, pour la gestion des permissions. Donc ici on voit des actions et des composants qui sont en vert, puisque là j'ai tous les droits, je me suis connecté en admin. Par contre, si je me connecte en redac pass, qui est un utilisateur qui a moins de droits, on va voir ici qu'il a accès à défaut index également, donc au module défaut à l'action index. Par contre, en rouge, il n'a pas accès au module rag manager et à l'action index. Donc le bouton permission vous permet de voir les permissions qui sont vérifiées sur une page. Ce ne sont pas les permissions qui sont chargées, mais bien les permissions qui sont vérifiées. Donc c'est très important, par exemple, quand vous allez sur une page, vous avez un doute, est-ce que j'ai bien vérifié qu'il avait le droit de faire ceci ou cela? Là, en un clic, justement, vous savez, ok, j'ai bien rajouté la vérification de ce droit. Je vous invite à regarder l'épisode précédent, justement, qui traitait de l'ajout des droits sur une application. Et ceci très simplement avec le builder. Donc là, j'ai fini pour les boutons qui sont affichés par défaut. Maintenant, je vais vous montrer un bouton qui apparaît de manière contextuelle. C'est les fameuses spy variables. Alors, les spy variables, c'est quoi? Alors, je sais plus si j'ai mis permission. Les spy variables, voilà. Les spy variables, je vous donne un exemple ici. Voilà. Où on fait une requête et on va vouloir afficher les DT auteurs. Le tableau d'auteur qui était récupéré ici. Nous, dans notre application, dans droit par exemple, on récupérait une liste des permissions. Ici, voilà. Alors, plutôt que de faire des vardump ou des printprout, toto, etc., le framework vous permet, via la barre de debug, de dire, attends, à ce moment-là, j'ai une variable, je voudrais bien savoir ce qu'elle contient. Donc, le premier paramètre à mettre sur une spy variable, c'est le nom que l'on veut afficher dans la barre de debug. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler tpermission, d'accord? Et là, je vais lui passer tout simplement le tableau de permission. Là, en actualisant, vous avez un nouveau bouton qui apparaît, qui est Spy Variable. En fait, attention, il apparaît juste avant permission. Et vous voyez ainsi tes permissions et l'état de ma variable. Donc là, c'est un tableau d'objets. Donc vous voyez un vardum de cette... pardon, pas un vardum, un printer, pardon, de ce tableau. Alors, cette variable, enfin pardon, cet appel est très pratique, donc effectivement ça vous permet d'éviter de faire des printprout, des vardum, des exit, etc. dans votre application, ce qui n'est pas très propre. Ça vous permet également, si vous avez un doute, donc justement de faire un aspide et d'avoir l'affichage normal, puisque justement ça ne perturbe pas l'affichage naturel de votre application. N'oubliez pas que la barre de debug en mode test ou production n'est pas affichée. Donc on n'aura plus justement cette information et la possibilité de voir ces fameuses spy variables. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez les laisser. Ce n'est pas grave quand vous allez passer en mode test ou mode production, à partir du moment où la barre de debug ne s'affiche pas, il n'y a aucun moyen de retrouver ces variables. Donc voilà. Là, comme ça, vous avez vu un petit tour d'horizon de cette barre de debug qui va vraiment vous être très très pratique. Comme d'habitude, vous pouvez toujours sur le forum du site proposer des évolutions, des choses par exemple à rajouter dans la barre de debug. Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Donc voilà pour cet épisode 14. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.